dans le contexte de nos difficultés d'un pays qui souffre de deux problèmes sur lesquels je vais m'appesantir un tout petit peu pour vous donner une idée de ce que sont les défis au-delà justement des questions de sécurité et de migration. Le Sahel est la zone du monde, je le pense, j'ai la faiblesse de le penser, peut-être que j'ai tort, mais je le pense. C'est la zone du monde qui est le plus affectée par le phénomène du changement climatique. Jamais. Nulle part au monde. Peut-être les petits États insulaires avec le phénomène de la montée des océans. Les pays du Sahel ont leur économie de base de l'agriculture. C'est des pays pauvres, malheureusement, dont l'économie repose encore sur l'agriculture, secteur primaire. Cette économie est affectée par le changement climatique. Et ce n'est pas par hasard si ce sont les pasteurs qui sont les jeunes pasteurs qui sont le plus engagés dans les organisations terroristes au Sahel aujourd'hui. Le mode économique, le mode de vie pastoral est perturbé, déstructuré, désorganisé par le changement climatique. Les pluies sont rares, la biodiversité s'est totalement amélisée. Ça, c'est un vrai problème. Et les jeunes ont de plus en plus de difficultés à vivre dans des territoires qui sont devenus étroits parce que les ressources naturelles se sont raréfiées. Mais au même moment, malheureusement, nous assistons à un phénomène de croissance démographique à nul autre comparable non plus. Nos pays ont des taux de croissance démographique de 4% par an, par endroit, et une moyenne pour le Niger qui se situe au-delà de 3,5% par an. J'ai l'habitude de dire, de rapporter une anecdote à mes interlocuteurs quand je parle de ce problème, en disant que quelqu'un qui était venu en 1973 au Niger me disait que c'était un Danois. Quand j'étais venu au Niger, la population du Niger était de 5 millions, comme celle de mon pays. Aujourd'hui, la population du Niger est de 25 millions. Le Danemark reste encore à 5 millions. Vous voyez ce que ça nous pose, nous, comme défi pour scolariser les enfants. Si nous parlions des mêmes moyens qu'au Danemark en 1973, il nous en faudrait 5 fois plus aujourd'hui. Et c'est pareil pour la santé, c'est pareil pour le logement, c'est pareil pour l'eau, c'est pareil pour tous les services que nous devons assurer à notre population. Voilà deux grands défis. Et les débats que nous menons dans le cadre de COP chaque année sont des débats qui débouchent sur des conclusions qui ne peuvent jamais nous satisfaire. Et ce débat sur les changements climatiques, il faut que nous les menions dans d'autres termes différents de ceux dans lesquels nous les avons conduits jusqu'à présent à l'occasion de ces discussions-là. Nous sommes en effet d'accord pour que nous ayons un comportement de nature à favoriser une amélioration de la situation, mais par les conditions qui nous sont posées par nos partenaires. Nous, dans le contexte d'aujourd'hui, nous n'avons pas accès au crédit qui nous permettent de promouvoir les industries, l'énergie, promouvoir l'énergie renouvelable. C'est trop cher, ce sont des investissements qui ne sont pas à notre portée, ce n'est pas possible. Parce que pour emprunter de l'argent, les conditions que les banques nous posent sont des conditions qui ne sont pas à notre portée.
Et nous ne pouvons pas continuer à végéter dans la pauvreté qui est la norme aujourd'hui au nom de la nécessité de sauver la planète. Ce n'est pas possible. Donc il faut que nous changions vraiment le paradigme de cette discussion de façon à faire en sorte que nous puissions converger en prenant en compte aussi les intérêts des pays pauvres comme les nôtres. Et nous devons aussi promouvoir l'école. Parce qu'aussi longtemps que cette partie de l'Afrique ou que l'Afrique de façon générale reste dans cette situation-là, nous produirons beaucoup d'enfants que nous n'éduquerons pas et qui seront une bombe, non pas pour nous seulement, mais pour toute l'humanité, en tout cas pour les Européens qui sont nos voisins. Nous aurons beau prendre des mesures pour contenir cette migration désordonnée, nous n'y parviendrons pas. Voilà pourquoi nous avons décidé de mettre l'accent sur l'agriculture. Un pays comme le Niger est un pays qui a des grandes potentialités agricoles, avec des zones de sous-sol très importantes et accessibles, des espaces qui sont grands, des technologies qui doivent coûter un peu moins cher, qui doivent coûter moins cher. Et il faut trouver des formules. Il faut trouver des formules qui nous permettent d'accéder à ces capitaux-là. Et les entreprises italiennes, les entreprises européennes doivent pouvoir venir investir au Niger dans le domaine de l'agriculture. Nous avons un potentiel très très important et nous ne sommes pas loin de l'Europe. Un journal italien m'a posé la question de savoir quels sont les pays les plus présents dans l'économie du Niger. Je lui ai dit les entreprises les plus présentes sont les entreprises chinoises, indiennes et turques. Il m'a dit pourquoi ce ne serait pas les entreprises européennes? Et je lui ai dit c'est ça le paradoxe, nous sommes voisins, mais les entreprises européennes demandent un confort, ne le demandent pas les autres, mais c'est un confort qu'elles ont décidé d'inventer tout simplement parce qu'elles regardent nos pays à travers un prisme qui est totalement erroné. Si les entreprises chinoises, indiennes ou turques peuvent venir investir en Afrique, faire de l'argent, pourquoi les entreprises européennes ne le pourraient-elles pas? Mais elles ne le font pas.